Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la correction des concours de médecine des années précédentes. Et aujourd'hui, on va corriger l'épreuve 2023-2024, examen 2, chimie organique d'Angers. Exercice numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant le donné Pésil ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, on a cette molécule et il nous demande est-ce que cette molécule contient une fonction ester? Donc, on sait très bien c'est quoi une fonction ester. Donc, un ester a une formule générale RC double liaison OOR'. Est-ce qu'on voit RC double liaison OOR' dans cette molécule? Non. Donc, dans cette molécule-là, on n'a pas un ester et du coup, l'item A est faux. Item B, il possède une fonction acide carboxylique. C'est quoi la formule générale d'un acide carboxylique? Donc, c'est le RC double liaison OOH. Est-ce qu'on a cette formule dans cette molécule? Donc, non. Et donc, on peut dire que l'item B est faux. Item C, il possède une fonction cétone. Par définition, c'est quoi la formule générale de cétone? Donc, c'est le RC double liaison OR', avec RR' ne sont pas des hydrogènes. Et regardez, on le voit très bien ici. Donc, on a le RC double liaison OR'. Et donc, on peut dire que l'item C est vrai. Item D, il possède une fonction amine secondaire. Déjà, c'est quoi un amine? Un amine, c'est un composé organique de formule générale RNH2. Ok, RNH2, on l'appelle amine primaire. Si l'azote est lié à deux groupes R et R', il est secondaire. Et s'il est lié à trois groupes R, R', R seconde, on parle d'un amine tertiaire. Donc ici, oui, on a un amine tertiaire parce que l'azote il est lié à trois groupes R, mais on n'a pas un amine secondaire. Et donc l'item D est faux. Item E, donc c'est faux. Et donc, au final, le bilan de réponse c'est C. Exercice numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant la simvastatine ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, on a cette molécule et elle nous demande, elle possède une fonction amine. Donc, une fonction amine, donc on a besoin d'un azote qui est lié à des hydrogènes, à des groupes alkyles. Est-ce qu'on a un atome d'azote dans cette molécule? Pas du tout. Et donc, on peut dire directement que l'item A est faux. Elle possède une fonction lactone. Donc, par définition, c'est quoi une lactone? Une lactone, c'est un ester qui se trouve dans un cycle. Et regardez, on le trouve très bien ici. Donc, on a le groupement ester, donc le C double liaison OO qui se trouve dans un cycle. Et donc, je peux dire que l'item B est vrai. Item C, elle possède une fonction alcool. Oui, ici, on a bien une fonction alcool. Pourquoi? Parce qu'on a le groupement OH. Et faites attention, ici, on n'a pas un benzène pour dire qu'on a un phénol. Parce que, n'oubliez pas, un phénol, c'est pas un alcool. Mais ici, on a un cycle qui ne contient pas des doubles liaisons. Ou, autrement dit, le OH se trouve sur un carbone qui est hybridé sp3. Et donc, oui, on a un alcool. Item D, elle possède une fonction aldéhyde. Par définition, la formule générale d'un aldéhyde, c'est le RC double liaison OH. On n'a pas dans cette molécule cette fonction, et donc l'item D est faux. L'item E, donc bien sûr, c'est faux, et donc le bilan de réponse, c'est B et C. Exercice numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant la structure d'une céphalosporine ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, on a cette molécule-là, et elle nous demande est-ce que dans cette molécule, on a un carbone asymétrique, deux carbones asymétriques, trois carbones asymétriques, quatre carbones asymétriques, ou bien aucun carbone asymétrique. Donc, déjà, c'est quoi un carbone asymétrique en chimie organique? Par définition, un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à quatre substitutions différents. Donc, cherchons ces carbones asymétriques. Je veux commencer. Donc, ici, on a quoi? Ici, c'est comme si on a un carbone qui est lié à trois hydrogènes. Donc, je ne peux pas avoir un carbone asymétrique. Ici, j'ai une double liaison. Donc, dès que j'ai une double liaison, j'oublie qu'on a un carbone asymétrique. Ici, je n'ai pas un atome de carbone. Ici, j'ai un atome de carbone qui a deux hydrogènes. Donc, ça ne peut pas être un carbone asymétrique. Ici, la même chose, on a une double liaison. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à deux hydrogènes, donc c'est mort. Ici, on a un C double liaison O, donc on ne peut pas avoir un carbone asymétrique. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Ici, on a un atome de carbone qui est lié à deux hydrogènes, donc je ne peux pas avoir un carbone asymétrique. Regardez ici, je peux parler d'un carbone asymétrique. Pourquoi? Parce que j'ai un atome de carbone qui est lié à un atome de soufre, un atome d'azote,
un carbone et bien sûr à un hydrogène. Donc c'est un carbone qui est lié à 4 substitutions différentes, donc c'est un carbone asymétrique. Là aussi on a un deuxième carbone asymétrique. Pourquoi? Parce que cet atome de carbone est lié à un atome de carbone, à une C double liaison O, à un atome d'azote. Et bien sûr, donc la quatrième liaison qui n'est pas représentée, c'est un atome d'hydrogène. Et donc oui, on a deux carbones asymétriques. Et du coup, l'item A, C, D et E sont faux. Et l'item B est vrai. Et donc le bilan de réponse, c'est B. Exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant la stéréochimie des liaisons doubles des molécules ci-dessous, lesquelles sont exactes. Je vous rappelle, donc, lorsque je parle de la stéréochimie d'une double liaison, c'est-à-dire, je veux voir si la double liaison est Z ou bien E. Je vous rappelle que si les deux substitutions prioritaires sont du même côté de la double liaison, donc je parle d'une configuration Z, alors que si les deux substitutions se trouvent d'un part et de l'autre de la double liaison, je parle d'une configuration E. Donc c'est parti, item A, la molécule A possède une double liaison E. On va regarder. Donc concernant la molécule A, donc regardez la molécule A, je peux le dessiner autrement. Donc j'ai dessiné la même molécule, mais ici, donc bien sûr, il y a un atome d'hydrogène, donc je l'ai représenté ici. Maintenant, on va chercher l'ordre des priorités. Donc regardez, ici j'ai un CH3 et ici j'ai un hydrogène. Donc entre l'atome de carbone et l'hydrogène, donc bien sûr, selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog, le carbone est prioritaire. Donc le carbone prend le numéro 1, l'hydrogène prend le numéro 2. L'autre côté, donc ici on a quoi? Ici on a un CH3 et ici on a quoi? On a encore un atome de carbone. Donc carbone-carbone, on ne peut pas savoir qui est prioritaire. On va voir à quoi chacun de ces atomes de carbone est directement lié pour pouvoir trancher. Donc ici on a un atome de carbone qui est lié à 3 CH3. Alors que ici on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés et à un atome de soufre. Et parmi les éléments que je viens de citer, c'est le soufre qui a le plus grand numéro atomique Z. Et dans ce cas-là, si vous voulez, c'est cet atome de carbone qui sera prioritaire par rapport à cet atome de carbone. Donc ça c'est 1 et ça c'est 2. Et maintenant regardez ce qui m'intéresse, les deux groupes prioritaires, donc le 1 et le 1. Donc regardez, les deux groupes prioritaires se trouvent d'une part et de l'autre de la double liaison. Et donc, dans ce cas-là, je parle d'une configuration qui est E. Et donc l'item A est vrai. Item B, la molécule B possède une double liaison Z. Regardez, dès que vous voyez un atome de carbone qui est lié à deux groupements identiques, donc c'est ni Z ni E. Ne cassez pas trop la tête. Du coup, l'item B est faux. Item C, la molécule C possède une double liaison E. On va regarder ça, regardez. Là encore, on a une double liaison, mais regardez, de ce côté-là, on a quoi? On a deux groupements identiques. Et si on a deux groupements identiques, donc on n'a pas ni une configuration Z, ni une configuration E, et du coup l'item C est faux. Item D, la molécule D possède une double liaison Z. Donc on va voir, regardez, on a deux doubles liaisons. Donc pour la première double liaison, comme on a dit avant, donc vu qu'on a deux groupements identiques, donc je ne peux pas parler ni de Z ni de E, mais il ne faut pas oublier qu'on a une double liaison ici. Donc sur cette double liaison-là, on va chercher le groupe prioritaire. Donc ici on a quoi? Ici on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et ici j'ai un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Donc bien sûr cet atome de carbone l'emporte sur l'autre. Donc ça c'est 1 et ça c'est 2. Pour la double liaison ici, donc c'est comme si on a un atome d'hydrogène et un atome de carbone. Donc bien sûr l'atome de carbone sera 1 et l'atome d'hydrogène qui n'est pas représenté sera 2. Et donc regardez cette fois, on a les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison. Et donc si les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison, donc la configuration est Z et donc l'item D est vrai. Et donc au final l'item E est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A et D. Exercice numéro 5. Parmi les propositions suivantes concernant l'antalgique ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc on a cette molécule de tramadol. Et il nous demande est-ce que le carbone 1 est de configuration absolue R ou bien S? Est-ce que le carbone 2 est de configuration absolue R ou bien de configuration S? Donc si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo détaillée comment déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique si la molécule est représentée en gramme sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez le consulter.
Mais même ici, je veux essayer de faire tout en détail. Donc, cherchons la configuration absolue de carbone numéro 1. Donc, on a quoi? Donc, il faut faire quoi déjà? Il faut arranger les substitutions par numéro atomique Z croissant selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog. Donc, ici, on a un atome de carbone qui est lié à quoi? Un atome de carbone, un atome de carbone, un atome de carbone et un atome d'oxygène. Et donc, parmi les éléments que je viens de citer, c'est bien sûr que l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z et donc sera prioritaire. C'est pour cela que j'ai mis le numéro 1. Maintenant, je vais chercher qui est le numéro 2, 3 et 4. Ça, c'est hyper important. Regardez, ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à quoi? À un atome de carbone et doublement lié à un atome de carbone. N'oubliez pas, selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog, une double liaison, ça compte deux simples liaisons. Autrement dit, c'est comme si j'ai cet atome de carbone que je l'ai présenté en bleu ici. Il est lié à quoi? À un atome de carbone qui est là. Et la double liaison qui est là, je vais le compter deux simples liaisons carbone. Maintenant, je regarde l'autre atome de carbone qui est là. Donc, il est lié à quoi? À un atome d'hydrogène. Il est lié à un atome de carbone. Et il est lié à un atome de carbone. Ce que j'ai représenté par cette petite espèce d'arbre ici. Il nous reste quoi? Cet atome de carbone. Donc, il est lié à quoi? Il est lié à un atome de carbone et bien sûr à deux atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés. Ce que j'ai représenté ici par cette petite espèce d'arbre. Donc, maintenant, je veux regarder à quoi chacun de ces atomes de carbone est directement lié pour pouvoir trancher. Parce que, comme vous savez, carbone, 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 ils ont le même numéro atomique Z. C'est pour cela que je suis obligé de voir à quoi chacun de ces atomes de carbone est lié pour pouvoir trancher. Donc, cet atome de carbone est lié à un atome de carbone, carbone, carbone. Ici, carbone, carbone, hydrogène. Carbone, hydrogène, hydrogène. Regardez comment on va réfléchir. Donc, je regarde, je dis, le premier élément qui a le plus grand numéro atomique Z, ici, c'est qui? C'est l'atome de carbone. Ici, c'est qui? C'est l'atome de carbone. Ici, c'est qui? C'est l'atome de carbone. Donc, je ne peux pas savoir qui l'emporte sur l'autre. Je continue. Deuxième élément qui a le plus grand numéro atomique Z, ici, c'est qui? C'est l'atome de carbone. Ici, c'est l'atome de carbone, alors que ici, c'est qui? C'est l'hydrogène. Et dans ce cas-là, on sait très bien que l'hydrogène a un numéro atomique Z inférieur à l'atome de carbone. Et donc, je peux dire que cet atome de carbone sera minoritaire. Et donc, sera le numéro 4. Donc, il me reste entre celui-ci et celui-ci. Je continue. Troisième élément qui a le plus grand numéro atomique Z ici, donc c'est l'atome de carbone. Ici, le troisième élément qui a le plus grand numéro atomique Z, donc c'est l'hydrogène. Mais entre l'hydrogène et l'atome de carbone, c'est le carbone qui l'emporte sur l'hydrogène. Et dans ce cas-là, c'est cet atome de carbone qui sera prioritaire par rapport à cet atome de carbone. Et donc, cet atome de carbone sera 2 et cet atome de carbone sera 3. Donc maintenant, j'ai les numéros 1, 2, 3, 4. Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, il faut tourner dans le sens 1 vers 2, vers 3, vers 4. Sauf ici, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce que le numéro 4, il est dans le plan. Et si le numéro 4, il est dans le plan, on va l'alterner avec le groupe qui est en arrière. Donc, le 4 devient 2 et le 2 devient 4. C'est trop facile. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va tourner dans le sens 1 vers 2, vers 3. Donc, regardez, on tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre. Donc, la configuration est S. Mais vu qu'on a alterné, on inverse la configuration et donc on dit que la configuration est R. Et donc maintenant pour répondre à l'item A et B, donc oui, l'item A est vrai, l'item B est faux. Maintenant, on va chercher la configuration absolue du carbone asymétrique 2. Donc, le carbone asymétrique 2, il est lié à quoi? Il est lié à un atome de carbone, il est lié à un atome de carbone, il est lié à un atome de carbone, il est lié à un atome d'hydrogène. Donc, parmi les éléments que je viens de citer, on sait très bien que l'hydrogène est l'élément qui a le plus petit numéro atomique Z. Donc, je peux déjà établir que l'hydrogène sera minoritaire, donc le numéro 4. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que j'ai 3 atomes de carbone, et donc, ils ont le même numéro atomique Z. Donc, pour pouvoir savoir qui sera le numéro 1, qui sera le numéro 2, qui sera le numéro 3, il va falloir voir à quoi chacun de ces atomes de carbone est lié pour pouvoir trancher, comme on a fait avec le carbone numéro 1. Donc, on commence. Ici, on a cet atome de carbone, il est lié à quoi? Il est lié à 2 atomes d'hydrogène et un atome d'azote, ce qui est représenté par cette petite espèce d'arbre. Cet atome de carbone, il est lié à quoi? Il est lié à 2 hydrogènes et un atome de carbone, ce qui est représenté ici.
Et après, on a cet atome de carbone qui est lié à quoi? À un atome d'oxygène, à un atome de carbone et à un autre atome de carbone, ce qui est représenté ici. Maintenant, on va faire la même démarche. Donc, premier élément qui a le plus grand numéro atomique Z ici, c'est l'azote. Ici, c'est l'atome de carbone. Ici, c'est qui? C'est l'oxygène. Mais parmi les éléments que je viens de citer, qui a le plus grand numéro atomique Z? On sait très bien que l'azote, c'est 7, le carbone, c'est 6 et l'oxygène, c'est 8. Donc, c'est l'oxygène qui l'emporte. Et dans ce cas-là, je peux dire quoi? Je peux dire que cet atome de carbone sera prioritaire par rapport à cet atome de carbone et cet atome de carbone. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que cet atome de carbone sera le numéro 1. OK? Et regardez, entre cet atome de carbone et cet atome de carbone, qui a le plus grand numéro atomique Z? Donc, premier élément, donc c'est ici l'azote, ici le carbone. Donc, c'est l'azote qui l'emporte sur le carbone. Et dans ce cas-là, celui-ci sera le carbone numéro 2 et celui-ci sera le substituant numéro 3. Ok? Maintenant, on a le substituant numéro 4 qui se trouve en arrière du plan. Nickel, c'est ça qu'on veut nous, lorsque la molécule est représentée en grammes. Donc maintenant, on va tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc regardez, 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le même sens d'une aiguille de montre. Et donc la configuration est R. Et donc, maintenant, on va pouvoir répondre aux items C et D. Donc, l'item C est vrai et l'item D est faux. Et donc, au final, le bilan de réponse, c'est A et C. Exercice numéro 6. Parmi les propositions suivantes concernant les molécules ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, j'ai 4 molécules. J'ai la molécule A, la molécule B, la molécule C et la molécule D. Et on va répondre à ces items. Donc, item A. Le composé A est dénommé acide acétique. Donc regardez déjà, on peut dire oui, on a un acide parce que on a la fonction organique C double liaison OOH et acétique, lorsqu'on dit acète, si vous voulez, c'est lorsqu'on a CH3 C double liaison O. Donc l'item A est vrai. Et ça, si vous voulez, on l'appelle encore acide éthanoïque. Concernant l'item B, le composé B est dénommé acétone. Donc là aussi c'est vrai, donc le CH3, C double liaison O, CH3, on l'appelle acétone et il a un autre nom, on l'appelle propanone. Le composé C est dénommé formol. Donc le composé C c'est quoi? C'est le CH3, C double liaison OH. Donc l'item C c'est faux. Comment on l'appelle l'item C? On l'appelle ou bien acétaldéhyde ou bien on l'appelle éthanal. Donc ça, je vous conseille à l'apprendre par cœur parce qu'il appartient à la famille des aldéhydes. Le composé D est dénommé formaldéhyde. Oui, le composé D, c'est vrai, c'est ça la formaldéhyde. Donc, ou bien le formol, c'est le HC double liaison OH, ou bien on peut l'appeler méthanal. L'item E, donc bien sûr que c'est faux, et donc au final, le bilan de réponse, c'est A, B et D. Question numéro 7. Donc, parmi les propositions suivantes concernant la dénomination de la molécule ci-dessous, laquelle est exacte? Donc, il nous dit, est-ce que cette molécule est dénommée 4R5Z, 4-bromo-F6N1-ol? Dans l'item B, il nous dit, est-ce que ce composé-là, on l'appelle 4R5Z, 4-bromo-X5N1-ol? Item C, item D, etc. Regardez, pour ce type de questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas perdre du temps, nous, on sait très bien comment on peut nommer une molécule. La première chose à faire, c'est de trouver la fonction principale. Et après, il faut numéroter la chaîne d'une manière que le groupe fonctionnel prend le plus petit numéro. Donc, dans cette molécule, la fonction principale, c'est la fonction OH. Donc, cette molécule, c'est un alcool. Et donc, il faut que se termine par ol. Et on regarde très bien ici, toutes les molécules se terminent par ol. Donc après, il faut faire quoi? Il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 atomes de carbone, donc c'est met, et, prop, but, pente, ex, hept. Donc regardez, hept, donc on a les molécules sont hept. Donc ici, je peux directement virer le B, je peux l'éliminer. Donc je peux dire directement que l'item B ici est faux, si vous voulez. Donc on peut le virer le B. En plus de ça, donc on a l'atome de brome qui se trouve sur le carbone numéro 4. Donc on va dire 4 bromo. Et donc dans tous les cas, on a 4 bromo. Ok? N'oubliez pas, et on a sur le 5 N
Ok, 5n, donc je peux virer le A. Donc, je répète, on peut éliminer le B parce que il dit ex 5n, alors que nous, on a quoi? Ept 5n, donc on peut virer le B. Et pourquoi on peut virer le A? Parce que regardez, dans le A, il dit 6n, alors que nous, on a trouvé 5n. Donc, je peux dire directement que l'item A et l'item B est faux. Et donc, jusqu'à maintenant, je peux dire que le nom de la molécule, c'est 4-bromo Ept 5n 1-ol. Mais ici, il nous dit quoi? 4R et 5Z. Pourquoi il nous dit ça? Parce que si vous voulez, sur l'atome numéro 4, on a un carbone asymétrique. Donc, on va chercher c'est quoi la configuration absolue de cet atome de carbone. Et pourquoi sur le 5, il parle de Z et E? Parce qu'on a une double liaison. Et on sait très bien que la double liaison, ça peut être ou bien Z ou bien E. Donc, c'est parti. Concernant la configuration absolue, donc ici, on a un carbone asymétrique. Il est lié à quoi? Un atome d'hydrogène, un atome de carbone, un atome de carbone et un atome de brome. Et parmi les éléments que je viens de citer, donc c'est l'atome de brome qui a le plus grand numéro atomique Z, donc il sera prioritaire et donc il prend le numéro 1. Après, donc bien sûr, l'hydrogène qui n'est pas représenté ici, c'est le numéro 4. Après, ici, on a quoi? Un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, un atome de carbone. Alors que ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à un atome d'hydrogène et qui est doublement lié à un atome de carbone. Et comme je vous ai déjà dit, un atome de carbone qui est doublement lié à un atome de carbone, selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog, on le compte 2 atomes de carbone. Et donc, dans ce cas-là, c'est cet atome de carbone qui l'emporte sur cet atome de carbone. Et donc, cet atome de carbone sera le numéro 2 et celui-ci sera le numéro 3. Ok? Maintenant, on a le groupe numéro 4 le plus petit qui est en avant. Donc, c'est pas grave. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, on tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre. Donc, la configuration est S. Mais n'oubliez pas, vu que le groupe le plus petit, il est en avant, donc on inverse la configuration. Donc, la configuration est R. Donc, R, donc, regardez, vu que la configuration du carbone numéro 4 est R, donc maintenant on peut éliminer l'item C. Donc je peux dire que l'item C est faux. Donc il nous reste l'item D qui peut être ou bien faux ou bien vrai. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de chercher est-ce que la double liaison est Z ou bien E. Donc c'est parti. Regardez, ici on a quoi? On a une double liaison. Donc ici on a quoi? On a un CH3. Et ici, on a un atome d'hydrogène qui n'est pas représenté. Donc, bien sûr, entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, c'est l'atome de carbone qui est prioritaire. Donc, ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Je ne l'ai pas représenté. Et donc, ici encore, on a quoi? On a un atome de carbone et on a un atome d'hydrogène. Entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène, c'est l'atome de carbone qui l'emporte. Donc ça c'est 1 et ça c'est 2 que je n'ai pas représenté. Ce qui m'intéresse maintenant, les deux groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison et donc la configuration est Z. Et donc je peux dire que l'item D est vrai, l'item E est faux et donc le bilan de réponse c'est D. Exercice numéro 8, c'est VIP. Parmi les propositions suivantes concernant la structure de l'acide 3R, 4R, 4-hydroxy, 3,7 diméthyloctysénoïque, lesquelles sont exactes. Donc, il nous donne le nom, il nous propose différentes molécules et c'est à nous de savoir à quoi correspond ce nom. Est-ce que ça correspond à la molécule A, B, C ou bien D? Donc, regardez déjà comment on va réfléchir dans ce type de questions. Déjà, nous, on a quoi? On a acide oïque. Est-ce que toutes les molécules contiennent COH? Nickel. Ok. Il nous dit quoi? Donc, la chaîne la plus longue, c'est oct. Est-ce qu'on a partout 8 atomes de carbone? Donc, on va chercher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Donc, nickel. Donc, on sait très bien qu'on a oct partout. Maintenant, on va jouer un petit peu sur le 6N. Sur le 6N, donc sur le 6, on a une double liaison. Donc, n'oubliez pas,
il faut toujours numéroter d'une manière que la groupe fonctionnel principal prend le plus petit numéro. Donc ici on a acide carboxylique et OH, et déjà on sait que c'est l'acide carboxylique le groupe le plus prioritaire. Donc on va numéroter de lui, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bon le 6N ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici c'est bon le 6N. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, c'est bon. Ici donc 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Donc ici on a 5N. Donc déjà je peux éliminer le D. Le D est éliminé. Qu'est-ce qu'on peut éliminer encore? Regardez, on peut éliminer le B. Pourquoi? Parce que ici on a un groupe NH2 amino. Et regardez, dans le nom, on ne trouve pas amino. Donc on a éliminé B et D. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de savoir est-ce que c'est la molécule A ou bien est-ce que c'est la molécule C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la configuration absolue du carbone asymétrique. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on a 3,7 diméthyl, donc on les a dans les deux cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc regardez, sur le 3, on a un méthyle et sur le 7, on a un méthyle. Sur le C, la même chose, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur le 3 et sur le 7, on a diméthyle. Et dans les deux cas, on a sur le 4 un hydroxy. Donc ce qui va nous aider à savoir quelle molécule correspond au nom donné, c'est la configuration absolue de carbone asymétrique. Donc c'est parti, ici on a un carbone asymétrique, il est lié à OH, un atome de carbone, un atome de carbone et un atome d'hydrogène qui n'est pas représenté. Et donc parmi les éléments que je viens de citer, bien sûr c'est l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z, donc il sera numéro 1. Bien sûr l'hydrogène qui n'est pas représenté sera numéro 4. Ici on a un atome de carbone, donc on ne peut pas savoir qui l'emporte sur l'autre. Il va falloir voir à quoi chacun de ces atomes de carbone est directement lié pour pouvoir trancher. Donc ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à quoi? À un atome d'hydrogène qui n'est pas représenté, un atome de carbone et un atome de carbone. Ici, j'ai quoi? J'ai un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Donc bien sûr, c'est ça qui l'emporte sur cet atome de carbone. Donc celui-ci sera le substituant numéro 2 et celui-ci sera le substituant numéro 3. Donc maintenant, on a le groupe le plus petit qui est en arrière. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc regardez, on tourne dans le même sens de l'aiguille de montre. Donc la configuration est R. Donc la configuration absolue est R. Et donc c'est bien sûr ici, c'est R. Pourquoi? Parce que c'est la même représentation, c'est la même atome. OH il est en avant, ici OH en avant. Donc ça ne sert à rien de le chercher de nouveau ici. Ici c'est R, donc ici c'est R. Donc regardez qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc le 4R. Le 4R. Et donc ici le 4R. Donc il faut que je continue pour savoir quelle représentation est correcte. Mais regardez qu'est-ce que je veux faire. Je veux chercher la configuration absolue de cet atome de carbone sur cette molécule. Et après je l'inverse ici parce que ici on a le groupe en arrière alors que ici il est en avant. Donc je veux chercher la configuration absolue de cet atome de carbone. Il est lié à quoi? Il est lié à un atome d'hydrogène qui n'est pas représenté, à un CH3, à un atome de carbone et à un atome de carbone. Donc parmi les éléments que je viens de citer, c'est l'atome d'hydrogène qui n'est pas représenté, qui a le plus petit numéro atomique Z, et donc il sera minoritaire, il sera le numéro 4. Maintenant, on a un atome de carbone, un atome de carbone, un atome de carbone. Donc, ils ont le même numéro atomique Z. Donc, il va falloir voir à quoi chacun de ces atomes de carbone est directement lié pour pouvoir trancher. Donc, c'est parti. Ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés. Ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à 2 atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Alors que ici, j'ai quoi? J'ai un atome de carbone qui est lié à un atome d'oxygène, à un atome d'hydrogène qui n'est pas représenté, un atome de carbone. Et donc, parmi les éléments que je viens de citer, c'est l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z. Et donc, ce groupe-là, si vous voulez, sera le numéro 1. Et donc, maintenant, on a quoi? On a un atome de carbone qui est lié à 3 hydrogènes. Et ici, un atome de carbone qui est lié à 2 hydrogènes et un atome de carbone. Donc, c'est bien sûr, c'est celui-ci que l'on porte sur celui-ci. Et donc, ce substituant-là devient un numéro 2 et celui-ci devient numéro 3.
Et n'oubliez pas, donc ici le groupe le plus petit, il est en avant. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, on tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, on tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre. Donc, la configuration est S. Sauf, il ne faut pas oublier, on a le groupe le plus petit qui est en avant. Donc, on inverse la configuration. Donc, la configuration est R. Et vu que ici on a obtenu R, donc bien sûr cet atome de carbone va être quoi? Va être S. Pourquoi? Parce que ici on a un groupement qui est en arrière, alors que ici le groupe il est en avant. Et donc regardez, maintenant on a quoi? Ici on a 3R, 4R. Et donc c'est bien sûr c'est l'item C qui est vrai, l'item A est faux, l'item E est faux, et donc le bilan de réponse c'est C. Exercice numéro 9. Parmi les proportions suivantes, lesquelles sont exactes? Donc ça, c'est une question de cours, il faut l'apprendre par cœur. C'est VIP. Item A. Une molécule dextrogir dévie la lumière polarisée vers la droite et possède une valeur de pouvoir spécifique positif. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Donc directement, c'est vrai, c'est à apprendre par cœur. Un racémique est un mélange équimolaire de deux enantiomères, ça c'est VIP, c'est ça la définition d'un racémique. Donc c'est un mélange équimolaire de deux enantiomères, R et S. Item C, deux enantiomères ont toujours la même activité biologique, pas du tout. Deux enantiomères n'ont jamais la même activité biologique. D'ailleurs, si un enantiomère et R, on l'utilise comme médicament, d'une manière générale, son enantiomère S, ça peut être cancérigène. Ok? Donc, c'est pas la même chose. Pas la même activité biologique. Item D. Deux enantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables. Donc, bien sûr, c'est vrai. C'est la définition des enantiomères. C'est à apprendre par cœur. Et donc, l'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est A, B et D. Exercice numéro 10. Parmi les proportions suivantes concernant les molécules A, B et C ci-dessous, lesquelles sont exactes? Donc j'ai 3 molécules. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai déposées pour déterminer la configuration absolue de carbone asymétrique, si la molécule est représentée en Newman, ou bien en Cram, ou bien en Fischer. Parce que ici, vous avez besoin de tout ça. Et ici, il nous demande c'est quoi la configuration absolue de la molécule A, c'est quoi la configuration absolue de la molécule B, c'est quoi la configuration absolue de la molécule C. Donc, c'est parti. La molécule A, donc on a quoi? On a deux atomes de carbone, n'oubliez pas. Donc, en Newman, ça, on l'appelle carbone en avant et ça, on l'appelle carbone en arrière. Donc, le carbone en avant, il est asymétrique, mais le carbone en arrière n'est pas asymétrique. Donc, tout ce qui m'intéresse ici, c'est le carbone de devant. Et donc, on va commencer à faire quoi? Donc, à ranger les substitutions par numéro atomique Z. Donc, on va chercher, si vous voulez, selon les règles de Kahn-Ingold et Prolog, quel groupe est prioritaire par rapport à l'autre. Donc, regardez, ici, on a un atome de carbone qui est lié à un atome d'oxygène, atome d'azote, hydrogène, et n'oubliez jamais que cet atome de carbone il est lié à l'atome de carbone d'arrière, donc qui est un CH3. Donc parmi les éléments que je viens de citer, bien sûr l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z, donc sera le numéro 1. Après on a quoi? L'azote sera le numéro 2. Maintenant entre l'hydrogène et CH3, donc bien sûr c'est l'atome de carbone qui l'emporte sur l'hydrogène. Et donc ici le 3 représente l'atome de carbone qui est représenté par un cercle, donc le carbone d'arrière, et donc l'hydrogène sera le numéro 4. Maintenant, il faut faire quoi? Donc, si vous regardez très bien mes vidéos, je vous donne une astuce. Maintenant, il faut inverser le substituant numéro 4 avec celui qui est en arrière. Donc, le 3 devient 4 et le 4 devient 3. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, on tourne dans le même sens d'une aiguille de montre. Donc, la configuration est R. Mais il faut se méfier. On va inverser la configuration et donc la configuration est S. Et donc ici, je peux déjà dire que la molécule ou bien l'item A est faux.
Maintenant, concernant la molécule B, donc on a une molécule qui est représentée en Fischer, donc tout ce qu'on a à faire, donc on va ranger les substitutions selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog. Donc cet atome de carbone est lié à un atome d'oxygène, carbone, hydrogène et atome de carbone. Et donc parmi les éléments que je viens de citer, c'est l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z, donc sera numéro 1. Après on a quoi? Un atome de carbone et un atome de carbone, donc il va falloir voir à quoi ces atomes de carbone est directement lié pour pouvoir trancher. Donc on a quoi? On a cet atome de carbone qui est doublement lié à un atome d'oxygène et simplement lié à un atome d'oxygène. Et n'oubliez pas, selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog, une double liaison, ça compte deux simples liaisons. Et donc c'est comme si on a un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'oxygène, alors que ici on a un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Et entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène, donc c'est l'atome d'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z, donc c'est l'oxygène qui l'emporte sur l'hydrogène. Et dans ce cas-là, c'est cet atome de carbone qui sera prioritaire. Donc ça sera numéro 2. Celui-ci numéro 3. Et bien sûr, l'hydrogène sera le groupement numéro 4. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc regardez, on tourne dans le même sens de l'aiguille de montre. Donc la configuration est R. Mais n'oubliez pas, si le groupe le plus petit il est à l'horizontale, on dit que Fischer est un monteur et on inverse la configuration. Donc la configuration est S. Et donc, concernant l'item B, donc je peux dire que l'item B est faux. Maintenant, on a quoi? L'item C, donc, ou bien la molécule C, c'est une molécule qui est représentée en grammes. Donc, on va chercher la configuration absolue. Donc, le carbone, il est lié à quoi? Hydrogène, soufre, carbone et azote. Et donc, parmi les éléments que je viens de citer, c'est le soufre qui a le plus grand numéro atomique Z. Donc, il sera prioritaire. Après le soufre, on a l'azote qui a 7 électrons. Après, on a le carbone, après l'hydrogène. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vu que le groupe le plus petit est en arrière, on ne fait rien. On tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Et donc la configuration est S. Et dans ce cas-là, je peux dire que l'item C est faux, l'item D est vrai, l'item E est faux. Et donc le bilan de réponse c'est D. Question numéro 11. Donc parmi les propositions suivantes concernant les représentations A, B et C ci-dessous, lesquelles sont exactes? Donc là aussi, on a une molécule qui est représentée en Fischer, on a une molécule qui est représentée en Gram, on a une autre molécule qui est représentée en Newman. Et donc, il nous demande si la représentation A et B correspond à la même molécule. Est-ce que A et B correspondent à deux énantiomères? Je vous rappelle que pour parler des énantiomères, donc on a une molécule R et une autre molécule qui est S, ou bien si on a deux carbones asymétriques, si la première molécule est RR, donc la deuxième molécule est SS. Ou bien si la première molécule est SS, l'autre molécule est RR. Donc tous les carbones asymétriques sont inversés. Item C, la représentation A et la représentation C correspondent à deux diastéréoisomères. Donc je vous rappelle, pour parler de deux diastéréoisomères, il faut au moins un carbone asymétrique qui est inversé. C'est-à-dire, si une molécule est RR, donc l'autre molécule va être SR. Donc il y a un carbone asymétrique qui est inversé. Et pas les deux, parce que si les deux carbones asymétriques sont inversés, on va tomber sur un énantiomère. Et donc c'est parti, donc on va commencer par chercher la configuration absolue des carbones asymétriques. On commence par la molécule de Fischer, donc on a ici deux carbones asymétriques. Donc regardez, on a quoi? On a cet atome de carbone qui est lié à un oxygène, à un atome de carbone, hydrogène et un atome de carbone. Donc bien sûr, parmi les éléments que je viens de citer, c'est l'oxygène qui a le plus grand numéro atomique Z, donc sera le numéro 1. Après, donc l'hydrogène bien sûr sera le numéro 4. Entre cet atome de carbone et cet atome de carbone qui est prioritaire, regardez. Donc lorsqu'on a deux atomes qui sont identiques, il faut regarder à quoi chacun de ces atomes est directement lié pour pouvoir trancher. Donc ici on a un C double liaison OH. Donc d'après les règles de Kahn, Ingold et Prolog, une double liaison c'est compte deux simples liaisons. Donc c'est comme si on a un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'oxygène et un atome d'hydrogène. Et ici j'ai un atome de carbone qui est lié à un brome, carbone et hydrogène. Et donc
Entre le brome et l'oxygène, c'est le brome qui a le plus grand numéro atomique Z. Donc c'est pour cela, ça c'est 2, et donc ça c'est 3, et ça c'est 4. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le même sens d'une aiguille de montre, donc la configuration est R. Mais n'oubliez pas, vu que le groupe le plus petit, il est à l'horizontale, on dit que Fisher est un monteur et on inverse la configuration, donc la configuration est S. Ça c'est VIP. Donc la même chose. On va chercher la configuration absolue de cet atome de carbone. Donc, il est lié à quoi? Un brome CH3 hydrogène atome de carbone. Donc, le brome sera prioritaire numéro 1. Donc, celui-ci sera 2. Je ne vais pas le détailler, mais maintenant, vous connaissez très bien. CH3, donc c'est le 3. L'hydrogène, c'est le groupe le plus petit. Donc, maintenant, il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, regardez, on tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre. Donc, la configuration est S. Mais vu que le groupe le plus petit, il est à l'horizontale, donc on dit que Fisher est un monteur et on inverse la configuration. Donc, la configuration est R. Donc, ici, cet atome de carbone, c'est S. Cet atome de carbone est R. On va voir sur cette molécule, c'est quoi la configuration de ces atomes de carbone. Parce que ces molécules, si vous voulez, ils ont la même formule brute, la même formule moléculaire. Donc, on commence. Donc, ici, on a quoi? Il ne faut pas casser la tête parce que ici, on le connaît très bien. On vient de le faire ici. Donc, OH, c'est 1. On ne casse pas la tête avec l'ordre de priorité. Ça, c'est 2. Donc, il est là. CHO, donc, c'est 3. L'hydrogène, c'est 4. Il est en arrière. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le même sens d'une aiguille de montre. Donc la configuration est R. Et vu que le groupe le plus petit, il est en arrière, donc on garde la configuration. Maintenant, je veux passer à l'autre atome de carbone. Donc on a quoi? Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas casser la tête parce qu'on vient de le trouver ici. Donc le brome, c'est 1. Après le 2, donc c'est tout ça. Le 3, donc c'est le CH3. Le groupe numéro 4, c'est l'hydrogène. Donc maintenant, il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre. Donc la configuration est S. Et vu que l'hydrogène, il est en arrière, donc on garde la configuration. Donc regardez, ici on a SR. Donc le carbone qui est S ici, il est R. Et le carbone qui est R ici, donc ici il est S. Donc vous voyez, le S c'est un R et le R c'est un S. Donc ici, si vous voulez, tous les carbones asymétriques sont inversés. Et cela veut dire que A et B ce sont des énantiomères. Donc maintenant, on va chercher la configuration absolue de carbone asymétrique si la molécule est représentée en Newman. On commence par le carbone qui est en avant. Donc comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas casser la tête parce qu'on l'a trouvé ici. Donc OH c'est 1. Après le 2, le 2 c'est l'atome qui est en arrière, donc c'est le cercle. Le 3, donc bien sûr c'est le CHO. L'hydrogène c'est le 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Il faut inverser le groupe le plus petit avec celui qui est en arrière. Donc le 2 devient 4, le 4 devient 2. Maintenant on tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3. On tourne dans le sens inverse d'une aiguille de montre, donc la configuration est S. Mais il faut inverser la configuration, donc c'est R. On va faire la même chose avec le carbone qui est en arrière, donc le carbone qui est représenté par un cercle. Donc comme on a dit, donc le brome c'est 1. Le 2, donc c'est le carbone qui est en avant, le carbone qui est lié à CHO, OH et H. 3, donc c'est le CH3, l'hydrogène c'est 4. Maintenant, il faut inverser le groupe le plus petit avec celui qui est en avant. Donc, si vous voulez, le 2 devient 4 et le 4 devient 2. Et maintenant, on va tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3, regardez. Donc, on tourne dans le même sens de l'aiguille du montre, donc la configuration est R. Et ici, on garde la configuration. Donc, item A, la représentation de A et B correspond à la même molécule. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même configuration. Donc, l'item A est faux. Item B, la représentation de A et la représentation de B correspond à deux énantiomères. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les deux carbones asymétriques sont inversés. Ici, S, on a obtenu R. Et ici, R, on a obtenu S. Donc, SR, on a obtenu RS. Donc, les deux carbones asymétriques sont inversés. Donc, on a des énantiomères. Après, item C, il nous dit la représentation A et la représentation C correspondent à deux diastéréoisomères. On va voir. Donc, ici, on a SR, alors que ici, on a RR. Regardez. Donc, S, l'image de S, c'est R. Et après, R, elle a gardé la même configuration. Donc, il y a seulement un carbone asymétrique qui s'est inversé. Donc, oui, on a des diastéréoisomères.
Item D, la représentation B et la représentation C correspondent à deux diastéréoisomères. B et C, on va voir, donc on a quoi? On a B, c'est RS, alors que C, c'est RR. Donc le R restait R, le S, c'est inversé. Donc oui, c'est vrai. L'item D, encore c'est vrai. L'item E, c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B, C et D. Donc c'est VIP comme question. Exercice numéro 12, donc c'est une question de cours. Parmi les propositions suivantes concernant l'effet inductif, lesquelles sont exactes? Donc item A, l'effet inductif permet uniquement de faire apparaître une charge négative à distance. Donc ici, il faut se méfier, il y a un piège. L'effet inductif permet de faire apparaître une charge négative à distance ou bien une charge positive, mais pas uniquement de charge négative. Donc, l'item A est faux. Donc, il faut faire très bien attention. Item B, l'effet inductif se propage sur quelques liaisons. Oui, c'est vrai, il se propage sur quelques liaisons et après certaines liaisons, il s'estompe. Donc, c'est vrai. Item C, l'effet inductif des atomes est en lien avec leur électronégativité. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'origine de l'effet inductif, c'est la différence d'électronégativité. Item D, les effets inductifs des atomes peuvent s'additionner. Oui, c'est vrai. Item E, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B, C et D. Question numéro 13. Parmi les propositions suivantes concernant le classement des molécules A, B et C par ordre de basicité croissante, lesquelles sont exactes. Donc ici on a quoi? On a des amines, ou bien primaires, ou bien secondaires, ou bien tertiaires. On sait très bien que les amines sont basiques. Pourquoi? Ou bien cela dû à quoi? Cela dû aux présences des doublés non liants sur l'atome d'azote. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que plus l'azote est entouré des groupements donneurs, ce qui va augmenter la densité électronique autour de l'atome d'azote et il rend l'atome d'azote plus basique. Donc c'est parti, on va commencer. Dans la molécule A, on a quoi? On a un groupement CH3CH2 qui joue le rôle d'un effet plus I. Donc il va augmenter la densité électronique autour de l'atome d'azote. Donc il le rend plus basique. Mais regardez ici, dans la molécule B, on a deux groupements CH3CH2. Donc on a deux fois l'effet plus I qui était sur A. Et donc on peut dire que B est plus basique que A. Parce que la densité électronique dans le cas de B est beaucoup plus importante que dans le cas de A. Regardez, dans la molécule C, qu'est-ce qu'on a? On a un effet plus I et un effet plus I. Donc on a encore deux effets plus I, mais faites attention. Ici, l'effet plus I qui est fait sur C est beaucoup plus important que l'effet plus I qui est fait sur B. Pourquoi? Parce que ici on a 1, 2, 3 atomes de carbone, alors que ici on a 1, 2 atomes de carbone. Et donc on peut dire que C dans ce cas-là est plus basique que B. Et donc au final, l'ordre décroissant, ou bien l'ordre de basicité croissante, pardon, est le suivant. Donc A est le moins basique, après on a B et après on a C. Autrement dit, C est le plus basique. Après C, on a B. Après B, on a A. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que les items A, B, C et D sont faux. L'item E est vrai. Et donc, le bilan de réponse, c'est E. Question numéro 14. Parmi les propositions suivantes concernant l'effet mésomère, lesquelles sont exactes? Donc, je pense que c'est encore une question de cours. C'est VIP, c'est hyper important. Donc l'effet mésomère attracteur d'électrons fait apparaître une charge négative à distance. Donc il faut faire très bien attention, c'est faux. Un effet mésomère attracteur fait apparaître une charge positive à distance. L'effet mésomère nécessite un système conjugué sûr et certain. Sans un système conjugué, on n'a pas un effet mésomère. Et je vous rappelle qu'on a beaucoup de systèmes conjugués. On a le pi sigma pi, on a le doublé non liant sigma pi. Item C. Les électrons sigma des liaisons peuvent être délocalisés par effet mésomère. Donc c'est faux. Les électrons sigma ne peuvent pas être délocalisés par effet mésomère. Ce sont les électrons pi qui peuvent être délocalisés par effet mésomère. Donc c'est faux. Item D. Les électrons des doublés non liants peuvent être délocalisés par effet mésomère. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une des conjugaisons, c'est le système pi sigma doublé non liant. Donc c'est vrai. L'item E, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse, c'est B et D. Exercice numéro 15. Parmi les propositions suivantes concernant les molécules
A, B, C et D ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc j'ai 4 molécules A, B, C et D. Une demande est-ce que dans la molécule A on a un système conjugué, dans le B, dans le C et dans le D. Donc on va voir tout ça ensemble. Dans la molécule A on a quoi? Donc on a une liaison pi, une liaison sigma, une liaison pi. Et donc ça c'est un système conjugué. Et donc l'item A est vrai. Dans l'item B, donc regardez, est-ce que dans la molécule B on a un système conjugué? Oui, mais il faut faire très bien attention. Il ne faut pas dire qu'on a pi, sigma, pi ici. Parce que pourquoi? Malgré que c'est vrai de dire pi, sigma, pi. Parce que ici, si vous voulez, sur le brome, on a un doublet non liant. Et donc, le doublet du brome ici va jouer le rôle d'un effet mésomère donneur. Et donc, il faut dire qu'on a un doublet non liant, liaison sigma, liaison pi. Ok? Et donc, l'item B est vrai. L'item C, donc aussi, ici, est-ce qu'on a un système conjugué? Donc, pi, sigma, pi, on ne peut pas dire parce qu'ils sont très loin. Il faut faire très bien attention. Donc, il ne faut pas oublier que l'oxygène ici, il a deux doublets non liants. Et donc, on a un système conjugué formé de quoi? Pi, sigma, doublet non liant. C'est V et pi. Et donc, l'item C est vrai. Dans la molécule D, donc, on a quoi? On a ici un doublet non liant liaison pi, mais il n'y a pas un système conjugué comme ça. Et ici, on a quoi? Doublet non liant liaison sigma, donc c'est pas un système conjugué. Et donc, l'item D est faux. Et donc, l'item E est faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est A, B et C. Ça, c'est encore c'est VIP. Question numéro 16, c'est hyper important. Donc, c'est la dernière question. Parmi les propositions suivantes concernant les formes mésomères des dérivés A, B, C et D ci-dessous, lesquelles sont exactes. Donc, ici, ce qu'il nous propose, il nous dit dans l'item A, est-ce que A' est le forme mésomère de A? B' est le forme mésomère de B. C' est le forme mésomère de C. D' est le forme mésomère de D. Donc, on va faire tout ça en détail. Donc, c'est parti. Regardez, ici, on a un système conjugué pi, sigma, pi. Donc, les électrons peuvent se délocaliser. Et regardez. Donc, si la liaison pi ici se délocalise entre cet atome de carbone et cet atome de carbone, donc cet atome de carbone va perdre un électron. Donc, il sera chargé positivement. Donc, c'est bon. La liaison pi sera entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Et après, la liaison pi ici va se délocaliser entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Donc, on va avoir une double liaison. Sauf, il ne faut pas oublier que cet atome de carbone a gagné un électron. Donc, il sera chargé négativement. Et regardez, la molécule de départ est neutre. Et la molécule d'arrivée est neutre. Parce que plus et moins, donc c'est neutre. Et donc, oui, on peut dire que l'item A est vrai. Donc, maintenant, pour l'item B, est-ce que B' est le forme mésomère ou bien la forme mésomère de B? Donc, on va voir ça. Donc, ici, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce qu'on a un C double liaison O. Et on sait très bien, selon le cours, le C double liaison O a un effet mésomère attracteur. Donc, c'est quoi le forme mésomère qu'on a ici? Donc, ou bien le système conjugué. Donc, on a pi, sigma, pi. Donc, ce qui va se passer, le C double liaison O va attirer les électrons vers lui. Et donc, ce qui va se passer, la liaison pi ici va se délocaliser entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Et donc, dans ce cas-là, oui, je peux avoir une double liaison ici, sauf qu'il ne faut pas oublier, cet atome de carbone a perdu des électrons, donc il sera chargé positivement et pas négativement. Et donc, je peux dire directement que cet item-là est faux. Concernant l'item C, donc ici encore, il faut se méfier. Parce qu'on a un système conjugué pi, sigma, pi, mais il ne faut jamais oublier que le brome ici a un doublet non liant. Et donc le premier système conjugué, c'est le doublet non liant, liaison sigma, liaison pi, parce que le brome ici va jouer le rôle de mésomère donneur. Donc première délocalisation, le doublet non liant va se délocaliser entre l'atome de brome et l'atome de carbone. Donc le brome, il va perdre un électron, et donc il sera chargé positivement. Et après, la liaison pi qui est entre cet atome de carbone et cet atome de carbone va se rebattre sur cet atome de carbone qui sera chargé négativement. Et donc, il va avoir au final un doublet non liant. Et donc maintenant, il ne faut pas oublier parce qu'on a un nouveau système conjugué qui est le doublet non liant, liaison sigma, liaison pi. Donc il faut continuer. Donc le doublet non liant va se délocaliser entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Donc on va avoir une double liaison. Et après, la liaison pi ici va se rebattre sur l'atome de carbone. Donc, on va avoir un signe négatif. Et donc, on peut dire que l'item C est vrai. Donc, C', c'est bien la forme mésomère de C.
Dernière molécule, donc on a la molécule de phénol. Donc là aussi, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce que ici, on a un doublet non-liant. Et donc, non-liant à sigma pi. Donc, l'oxygène ici va jouer le rôle d'un effet mésomère donneur. Donc, première étape, le doublet non-liant va se délocaliser entre l'atome de carbone et l'oxygène. Et dans ce cas-là, donc l'hydrogène va perdre un électron pour pouvoir faire une liaison avec l'atome de carbone. Donc, il sera chargé positivement. Et la liaison pi entre ces deux atomes de carbone va se délocaliser sur cet atome de carbone qui sera chargé négativement. Donc on va avoir un doublet non liant. Ok. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, j'ai pas mis le signe négatif parce que je veux continuer l'effort mésomère. Mais si j'arrête ici, il faut mettre le signe négatif, bien sûr. Donc lorsqu'on dit un carbanion qui est chargé négativement, donc il a un doublet non liant. Donc c'est maintenant que je vais continuer. Donc le doublet non liant, liaison sigma, liaison pi, on a un autre système conjugué. Donc le doublet non liant va se délocaliser entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Donc on va avoir une double liaison. Et après, la liaison pi ici va se rebattre sur l'atome de carbone, donc qui sera chargé négativement. Et donc, je peux dire encore que l'item D est vrai. Pourquoi? Parce que ici j'ai une molécule neutre, ici j'ai une molécule neutre, et en même temps, on a à vérifier toutes les étapes. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que l'item E est vrai. Et donc, le bilan de réponse, c'est A, C et D. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube et de la partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien. On croise les doigts. Ciao. À la prochaine.